Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, messieurs les secrétaires généraux, bonjour, et je me permets à mon tour de vous souhaiter la bienvenue chez vous au Maroc. On m'a demandé de me livrer un exercice des plus délicats, c'est de traiter en 15, 20 minutes à 25 minutes 15. une problématique, une thématique liée à l'augmentation des ressources intérieures destinées à l'éducation, en mettant en avant le cas du Royaume du Maroc au regard des contraintes et des leviers, à même d'aborder le quoi, le combien, des préoccupations de taux financiers, des taux budgétaires, mais surtout d'aborder le comment en proposant des pistes d'amélioration. Donc d'emblée, on se heurte à deux écueils. Un écueil méthodologique. Et cet écueil-là, on a pu l'éviter grâce à la finesse du cadrage méthodologique qui a été fait à cette conférence, et à ce panel en particulier. Le deuxième écueil est un écueil de langage. Comme vous savez, tout est langage. Donc tout le langage que je vais décliner sera expurgé de tout relent partisan ou idéologique. En partant sur trois grands déterminants en guise de postulat. Le premier déterminant, c'est que s'il y a une priorité au Maroc, qui est érigée en deuxième priorité après l'intégrité territoriale, c'est celle de l'éducation. Je vais le démontrer par la suite, s'il le fallait. Deuxième déterminant, tout pays a une carte génétique, si j'ose dire. Cette carte génétique est déterminée par son organisation, par ses institutions, et tout modèle doit être contextualisé par rapport à cette carte génétique, et par rapport à ces déterminants. Et le troisième déterminant qui va ressortir de tous mes propos, c'est le fait que, compte tenu de la complexité de ce système, je l'aborde à travers le financement, le maître mot, c'est la gouvernance d'ensemble. En guise de propos liminaire, pour bien sûr mettre en avant l'encadrement très fin qui a été fait à cette conférence, investir dans l'éducation est une nécessité absolue qui s'impose à toutes les nations et pour deux raisons essentielles. L'éducation est un droit fondamental de tout être humain et elle procure à l'individu le bien-être et lui permet de s'épanouir. L'éducation est le facteur le plus déterminant dans le développement économique et social de chaque individu et de toute nation. Donc, ce qui fait que le financement de l'éducation est un défi permanent auquel sont confrontés tous les pays du monde et conditionne souvent et détermine la réussite des politiques d'éducation. Cette question mérite une réflexion approfondie en vue de trouver des réponses appropriées et pertinentes pour atteindre ou se rapprocher un tant soit peu de l'objectif 4 de développement durable qui vise à garantir l'accès de tous à une éducation de qualité sur un même pied d'égalité, donc c'est la notion d'équité, et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc les trois grandes composantes, la question des ressources intérieures et des mécanismes qui doivent d'emblée être innovants, des ressources extérieures et des financements innovants qui doivent être mis à profit, et surtout un financement mieux ciblé et une pertinence de l'allocation budgétaire destinée à l'éducation. Le plan de la présentation, c'est très simple, un cadre référentiel pour mettre en avant le portage institutionnel, les fondements de la stratégie, de la vision stratégique 2015-2030 qui porte la réforme du projet, ou le projet éducatif entre guillemets, et puis un instrument qui est le projet de loi cadre qui est là pour couler les choix et les objectifs de la vision stratégique de la réforme. On va essayer de caractériser la carte génétique du modèle marocain de financement de l'éducation, le schéma de gouvernance, une idée sur les chiffres, l'évolution et la répartition, la ventilation des crédits qui sont alloués au secteur éducatif pour mettre en avant cette augmentation de crédits d'origine, de source qui est fondamentalement du budget général de l'État, les principales composantes de la dépense éducative en mettant en contribution les outputs d'une étude sur les comptes nationaux de l'éducation au Maroc, une étude de la pratique internationale très rapidement pour voir un petit peu que notre cadre génétique, notre schéma de gouvernance système éducatif se positionne, comment il se positionne par rapport aux autres États. Le cadrage financier, c'est juste pour mettre en évidence le fait que nous disposons d'une analyse prospective pour le cadrage financier de la réforme jusqu'en 2030, pour aborder par la suite les contraintes et leviers, en soulignant la relation dialectique qui existe entre les contraintes et les leviers, et puis une proposition, on va se jeter à l'eau, avec toute la mesure nécessaire, vers la définition d'un modèle de financement innovant. Le cadre référentiel, au Maroc, le portage institutionnel est très haut. Les discours royaux, et j'ai choisi de citer un discours qui a été consacré quasi intégralement à la question de l'éducation au Maroc,
constituent, ces discours royaux qui portent les hautes orientations royales, constituent des sortes de feuilles de route pour un certain nombre de grands domaines de développement et surtout le domaine de l'éducation. Et je me permets de le citer, et parce que nous entendons que le citoyen marocain soit au cœur du processus de développement et des politiques publiques, nous tenons à ce que l'école puisse disposer des moyens lui permettant de remplir sa mission d'éducation et de formation. Et là, on voit se matérialiser une sollicitude constante à la mise à niveau de l'école marocaine pour en faire une institution réellement qualifiante pour les générations futures qui vont être appelées à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation du projet de société que Sa Majesté appelle de ses voeux. La Constitution du Royaume de Maroc, juste pour souligner également ce haut portage institutionnel, a consacré plusieurs articles à l'éducation, notamment l'article 31, où l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir à une éducation moderne, accessible et de qualité. On va revoir cet élément-là, bien sûr, porté par la nouvelle vision stratégique qui va reprendre et affiner ses finalités. L'article 32 fait de l'enseignement fondamental un droit et une obligation de la famille, et je souligne de l'État. L'article 154 insiste sur le fait que le service public doit être soumis aux normes de qualité, de gouvernance, de reddition de comptes et de responsabilité. Donc ça veut dire que ces principes-là sont érigés en principes de portée constitutionnelle. La vision stratégique, on vient à la réforme. Pour décliner un projet de réforme, il faut d'abord avoir une bonne stratégie. La vision stratégique, qui a été dans le rapport qui a permis de la matérialiser, a été élaborée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui est une institution de portée constitutionnelle, promeut une réforme autour de 3 grandes idées maîtresses. L'école de l'équité et de l'égalité des chances, l'école de la qualité pour tous et l'école de la promotion individuelle et sociale. Et c'est là où le rapport, où la vision stratégique exige des parties prenantes, et non pas uniquement des acteurs directement concernés, de respecter les règles de bonne gouvernance, de développer la responsabilité des acteurs, donc c'est un maître mot également, la convergence des politiques publiques, la rationalisation des ressources et des moyens, et l'adoption d'une approche décentralisée en conformité avec la régionalisation avancée. Et bien sûr, ce Conseil prône le recours à une large mobilisation des parties prenantes et à une contribution effective et générale au chantier de sa mise en œuvre. Autre particularité, voire particularisme du Maroc, c'est le fait que ces finalités, dont le niveau d'abstraction est assez haut, ont été appelées à être coulées dans une loi, c'est une matière législative, la loi cadre, qui est appelée à constituer la nouvelle charte pour la mise en œuvre. Donc elle va affiner ses finalités, et elle va consacrer et mettre en évidence les rôles et les compétences de tous les intervenants, toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre de la vision stratégique, des finalités de la vision stratégique de la réforme. Je rappelle les 3 grands temps: l'équité et l'égalité des chances, la qualité pour tous, la promotion individuelle et sociale, tout cela porté par un leadership efficace et une nouvelle gestion du changement. Le projet de loi cadre, je ne vais pas trop m'attarder dessus, ses principales finalités, c'est de définir les principes, orientations, les choix stratégiques de la réforme système éducatif, afin de garantir l'équité, l'égalité des chances, la qualité et la promotion de l'individu et de la société, garantir, ça c'est très important, je vais revenir au levier par la suite, garantir la pérennité de la réforme, que cette réforme ne s'essouffle pas, et puis mettre en place les bases d'un cadre contractuel, engageant, national, pour l'État et pour tous les acteurs et partenaires concernés. J'en viens à la caractérisation. Le schéma du gouvernance système marocain. Excusez un petit peu le caractère quelque peu barbare de ce schéma, mais il est là pour montrer, s'il le fallait, la complexité de ce système, avec un certain nombre de périmètres et de cercles de responsabilité et de niveaux de positionnement et d'intervention et de responsabilité. Cette complexité convoque une approche holistique, couplée à une solution locale et territorialisée. Elle convoque la mise en œuvre d'une stratégie ascendant-descendant, top-down, bottom-up, et puis la complexité passe par des interactions, me revient les écrits d'Edgar Morin, et puis la notion de partie prenante est très importante dans cet aspect-là, ce qui a une évidence s'est imposée, bien sûr, la décentralisation des ressources, et ça c'est un élément déterminant du schéma de gouvernance de l'État marocain. Avec la création des académies régionales d'éducation et de formation, qui sont les véritables, excusez-moi le terme, dépensiers du système. Ce sont ces établissements publics qui concentrent pratiquement la quasi-totalité des ressources financières et depuis peu humaines
du secteur. Cet arrêt est chargé de la mise en œuvre de la politique éducative et de la formation en tenant compte des priorités et des objectifs nationaux. Elle est gérée par un conseil d'administration. Et puis, on peut dire, au bout de 15 ans de cet exercice, depuis l'année 2002, avec la promulgation de la loi 0007 et le démarrage effectif des AREF, elles ont pu relever le défi de s'insérer dans le système de gestion et de gouvernance responsable de l'exécution de la politique de l'éducation et de l'enseignement au Maroc. Ce modèle, sur ses aspects théoriques, est séduisant, mais beaucoup de marges de progrès sont, bien sûr, sont possibles pour le rendre encore plus effectif. C'est, bien sûr, ce schéma de gouvernance se décline, comme je l'ai dit, par une déconcentration, décentralisation des ressources, puisque uniquement 5% des ressources financières, hormis le personnel, sont gérées au niveau de l'État, et que 95% par voie de conséquence sont gérés par les établissements publics. Et puis à partir de 2016, nous avons assisté à un autre élément, un autre changement, une autre mutation paradigmatique, avec bien sûr la gestion des ressources, la gestion directe des ressources humaines par l'établissement public. Bien sûr, vous me direz, tout ce beau monde qui travaille, qui est mis à la disposition du secteur, ce sont des personnels qui relèvent de l'État, mais qui sont pour l'instant mis à la disposition de l'établissement public. Et nous allons vers le sens d'une totale gestion, administration par les académies de leur personnel. Donc une décentralisation effective, c'est un peu l'objectif qu'on se fixe, à travers une distribution des rôles et des compétences, à travers des systèmes de gestion adaptés et évolués, à travers une prise en charge effective et en adéquation avec le volume et la complexité, et puis avec un encadrement réglementaire et un dispositif de contrôle approprié. Les crédits, donc vous remarquez le trend haussier qui s'est accentué à partir de 2018. Donc lorsque je parle de trend haussier, s'agissant du budget global qui est alloué au secteur de l'éducation sur les subsides de l'État, sur le budget général de l'État. Donc il atteint, il totalise 48 milliards de dirhams en 2018. La part du BGE s'est stabilisée à hauteur de 18%, et la part dans le PIB, mais ça, il va falloir plusieurs autres déterminants, plusieurs autres éléments pour pouvoir véritablement le traiter, elle est autour de 4% au titre de 2017. Donc il se décline en investissement et fonctionnement, et vous remarquerez que pour le fonctionnement, il y a une augmentation significative, notable en 2018, dans le cadre de la prise en charge par les académies, outre les crédits de fonctionnement et d'investissement, des crédits alloués à la masse salariale qui dépend des académies. Les principales composantes, un taux de décentralisation budgétaire de 96%, une masse salariale prédominante, ce qui est tout à fait normal parce que la véritable force de frappe du système, ce sont ses ressources humaines. Les dépenses du personnel incluent toutes les charges